8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bienvenue à vous et bonjour professeur Gilbert Deray. Bonjour. Qui croire ? La quarantaine de médecins et directeurs de crise de l'AP-HP qui évoquent le terrible scénario d'un tri des patients si on ne reconfine pas, ou bien ceux qui dénoncent, professeur, au contraire, l'alarmisme et le catastrophisme de ces mêmes médecins et responsables. Je crois que c'est un mauvais débat en fait. Parce que les données, on les connaît tous, hein, elles sont ce qu'elles sont. Et effectivement, je vais d'abord donner quelques données pour faire simple. Hein. Oui, les réas sont pleines. Oui, les chiffres sont pas bons. Et oui, les prévisions sont, je vais dire le mot, catastrophiques. Un exemple, hier, nous avons accueilli dans les réanimations en France 569 patients, c'est considérable. Hein. Ça voudrait dire 4000 par semaine, c'est le chiffre le plus élevé depuis longtemps et aussi élevé que durant les périodes de l'épidémie. Donc oui, les chiffres sont inquiétants. Mais jusqu'à quel point ? C'est ça qui est important, parce que quand on agite, pardonnez-moi professeur Deray, le spectre du tri entre les patients, quand on compare la situation dans certains hôpitaux à une situation post-attentat, n'est-ce pas une pression? Et certains disent même un chantage exercé sur le politique aujourd'hui. Non, moi ça, je prends pas le mot chantage et je vais vous dire pourquoi je crois que ces données sont nécessaires et pourquoi les avis sont divergents. Oui, on a une situation qui est très grave. Oui, le tri, non pas va se faire, mais a déjà commencé. Parce que je vous rappelle que déprogrammer des patients, c'est faire un tri. Quand je dois choisir entre une dame ou un homme qui doit être opéré d'un cancer et un autre qui a une prothèse totale de hanche qui l'invalide depuis 6 mois, c'est déjà un tri du patient que je n'ai pas à faire. Mais que vous faites depuis longtemps. Qui est fait depuis longtemps. Non, pas cette déprogrammation-là, pas du tout, non. Ce qu'on sait faire depuis longtemps, ce qu'on fait depuis longtemps, c'est d'une autre nature. Faut-il accueillir en réanimation un monsieur ou une dame de 95 ans qui, par exemple, n'a plus sa mémoire et avec l'accord de la famille, on dit le mal qu'on va lui faire en réanimation, faut pas le faire. Je voudrais revenir sur votre remarque. Est-ce que la situation est grave? Oui. Est-ce qu'elle risque de nous conduire au pire? Oui, c'est ce que je crois disent les chiffres. Puis après, est-ce qu'il y a une discussion? Bien sûr qu'il y a une discussion, elle est saine. Mais derrière... Vous appelez ça une discussion? Nous, on appelle ça... Les tribunes, les débats... Professeur, c'est une querelle, c'est une confrontation aujourd'hui entre un establishment médical et certains médecins. C'est un débat. C'est pour moi un débat. C'est un débat qui est sain. Et après, là où on diverge, c'est pas là-dessus à mon sens. C'est sur ce qu'on devrait prendre comme risque. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque réel que les réanimations qui déjà débordent, demain nous obligent à choisir entre vous et moi pour savoir qui va en réa? Est-ce qu'on doit prendre ce risque? Est-ce que c'est vraiment la situation? Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins et urgentistes de France, dit ce n'est pas la Bérésina. Et beaucoup de médecins de terrain disent c'est pas vrai. Nous ne faisons pas un tri des patients comme certains le disent et en particulier certains de la PHP. Je comprends. Alors là, laissons tomber la PHP. C'est important quand même. Et non, parce que j'entends du APHP bashing depuis quelques jours. Moi, je suis un bébé de la PHP et je peux vous dire... Vous faites de la politique comme certains responsables alors de la PHP. Et j'allais le dire, je n'ai ni objectif politique, ni objectifs syndicaux. Et quand vous regardez les autres hôpitaux, c'est la même chose. La PHP, c'est juste 10% des hôpitaux français, c'est pour ça qu'on l'entend plus. Oui, mais certains affirment qu'il co-dirige aujourd'hui le ministère de la Santé, et en particulier avec Martin Hirsch. Tout ça, c'est un faux débat. Est-ce que nous sommes en train de faire un tri des patients au sens des programmations? Oui. Est-ce que nous risquons de faire un tri des patients beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire qui va en réanimation, qui est sauvé? Oui. C'est ce que nous disent les chiffres et je le crains. Est-ce que je suis sûr que ça va arriver? Non. Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque? Non. Donc, nous devons ralentir la vitesse d'évolution de mesures. Mais je reste encore une fois sur l'assistance publique hôpitaux de Paris parce que malgré tout, des questions se posent. Et moi, je vous la pose très directement. Est-ce que certains responsables ne font pas aujourd'hui de la politique, une bataille politique, et en particulier Martin Hirsch? Mais non, mais alors, dire à ceux qui nous gouvernent, voilà ce que nous pensons, il va arriver. Et avoir un débat là-dessus, ça ne me gêne pas ça. Et nous craignons qu'effectivement, nous soyons obligés de faire un tri des patients. C'est notre boulot quand même, c'est notre rôle, que ce soit Martin Hirsch ou un autre, je m'en moque totalement moi. Et j'appelle pas ça de la politique, j'appelle ça de l'alerte. Que d'autres soient en désaccord, ça s'appelle le débat. J'entendais hier matin un collègue dire, mais regardez, l'augmentation baisse. Alors vous me suivez, c'est compliqué ça. Il se trouve que le soir même... Oui. Eh bien, c'était le contraire qui se passait, qu'on a explosé les chiffres. Oui, mais ce matin. C'est le débat, ça. Attendez, je suis un auditeur d'Europe 1. J'écoute le professeur Gilbert Deray, je me dis, mais mon Dieu, alarmisme, catastrophisme. Je lis Le Figaro, je lis Patrick Pelloux, je me dis, mais ce n'est pas la Bérésina. J'écoute un autre professeur, je me dis, on a encore du temps. C'est compliqué. Alors, c'est dur, c'est même dur, c'est pas compliqué, c'est dur pour ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça que, essayons de rester factuels.
C'est pas de la politique, c'est pas du syndicalisme. Vraiment, croyez bien que ceux qui ont professeur Doré, signé... vraiment, il n'y a pas d'agenda pour certains. Moi, je connais bien ceux qui ont signé. Je suis pas dans la tribune, mais je sais que ceux qui ont signé. Je peux vous dire qu'on reçoit aucun ordre de nulle part. Nous sommes libres comme l'air. Moi, je ne reçois aucun ordre. J'ai pas de supérieur hiérarchique. Je ne reçois aucun ordre. J'ai pas d'agenda politique. J'ai pas d'agenda syndical. J'ai aucun agenda. J'essaye de dire ce que je crois être vrai. Après, que les chiffres soient durs à interpréter, oui. Et là, à mon avis, où est la différence, et c'est la seule que je voudrais souligner, c'est dans le fait de savoir quel risque nous sommes prêts à accepter. Et en face, quel risque nous voulons mettre. Est-ce que, parce que le mot qu'on ne veut pas prononcer, c'est confinement, allons-y, hein. Est-ce qu'il faut ou non confiner maintenant? Quel avantage ça a? Quel inconvénient ça a? Et si je vous comprends bien, si je vous entends bien, le quasi-confinement prolongé que nous vivons, parce que c'est la réalité depuis des mois, il serait, selon vous, professeur Gilbert Doré, plus dévastateur d'un point de vue psychologique, économique, que si l'on avait opté pour un confinement dur et strict? Permettez-moi de le reformuler juste légèrement. C'est bien le fond de ma pensée. On me dit, mais non, vous voulez être... moi, je suis un confiniste alarmiste. Oui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'au confinement strict sans penser aux autres alternatives. Bien. On me dit depuis des mois, il ne faut pas confiner parce que c'est pas bon pour la population. Mais, ça veut dire que j'ai accepté, alors ça je l'ai mauvaise comme médecin, 300 morts par jour. Des variants qui risquent de devenir résistants au vaccin. Des déprogrammations massives, on me demande 80% à la PHP. Et il faut le dire, des Covid longues, des Covid longues. Ça, c'est ce que j'ai accepté. Et je veux pas, moi. Et en retour, on me dit, oui, mais il fallait pas confiner parce que c'est plus dur. Mais faites-moi la démonstration. Qui vous voulez? Qu'un confinement de 2 mois, en décembre, janvier, c'était pire que ce que je vis depuis 6 mois, ce que nous vivons depuis 6 mois. Et je ne pense pas que c'est pas démontré. Vous avez raison. Je pense, si vous permettez, et je pense aussi que quand on regarde l'extérieur, eh bien c'est l'inverse. Bon, vous parlez, et vous avez raison, on ne doit pas et on ne peut pas oublier les milliers de morts par mois en France, les Covid longs, mais là je parle aux citoyens, Gilbert Doré. Est-ce que vous n'oubliez pas tous les autres? Les morts invisibles, les victimes psychologiques, économiques, etc. C'est aussi un bilan très lourd. Alors j'essaye pas du tout de les oublier, et c'est le contraire même, c'est-à-dire que je pense que c'est très important. Mais je n'échange pas les morts de demain contre les morts d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Je suis médecin, pas seulement citoyen. Donc moi, mes 300 morts d'aujourd'hui, tous les jours, je les veux pas. Et deuxièmement, je pousse comme citoyen. Moi, je veux bien, mais je vais me répéter. Qui m'a démontré que ce que nous faisons depuis 6 mois, c'est moins de morts pour après, c'est moins d'impact psychologique. On me dit qu'on a explosé en pédopsychiatrie les jeunes qui viennent, qui veulent se suicider. Et j'ai pas confiné. Moi, je vous dis que si nous avions fait différent... Donc ça fait 1 an qu'on se trompe, ça fait 1 an qu'on laisse circuler le virus et qu'on croit qu'on peut vivre avec le virus. C'est ce que je crois. Bon, alors ça veut dire, professeur Doré, continuons le raisonnement, ça veut dire qu'on prend le risque en laissant circuler le virus comme à l'école, par exemple, de rendre plus résistants, si je vous entends bien, si je vous comprends, les variants au vaccin. Alors je vais vous donner un exemple qui m'interpelle. Le variant brésilien est en train de, pas d'envahir, mais de monter fermement au Canada. Et il est ici déjà. Si jamais le variant brésilien, ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, explose en France, c'est une contagiosité 3 fois supérieure à celui du variant initial. Et écoutez bien, 70 fois, pourcentage, 3 fois supérieur au variant initial et 0,7 fois supérieur au variant actuel, le variant anglais. C'est plus de létalité et clairement, c'est un risque de résistance au vaccin qui est majeur. Mais là encore, professeur Doré, qu'est-ce qui est le plus grave? Fermer les écoles avec toutes les conséquences sociales, pédagogiques que l'on connaît, ou garder les écoles ouvertes même si le virus circule? Alors complexe, très complexe. Et la grande difficulté bien sûr à la télé, à la radio, c'est de faire dans la nuance. Or il faudrait qu'on fasse dans la nuance. Avoir voulu garder les écoles ouvertes, ça j'y suis favorable. Avoir voulu garder les écoles ouvertes, ça me paraît clé. Protéger les enfants, c'est évidemment crucial. Mais peut-on encore garder les écoles ouvertes? Le virus dans les écoles, c'est exactement le reflet de la situation dans le pays. Il y en a plein. Et on n'est plus dans une situation de contrôle du virus dans les écoles. Et donc ça veut dire que les enseignants vont se contaminer, que les parents vont se contaminer et que les enfants sont contaminés. Donc bien sûr qu'il faut garder les écoles ouvertes. Les enfants, mais ce sont des porteurs sains quand même. Rassurons un peu ceux qui nous écoutent. Il y a des morts quand même. Est-ce que vous êtes prêt à accepter une faible létalité chez l'enfant? Non. Mais vous avez un pourcentage? Tout petit, mais il existe. On meurt de la Covid quand on est petit. Est-ce qu'on est prêt à accepter que l'épidémie chez les petits fasse des variants résistants pour les adultes? Eh bien non. Est-ce qu'on est prêt à accepter que les variants des enfants fassent des réinfections chez l'adulte? Non. Et enfin, permettez-moi de dire que ce qui compte pour moi, c'est pas tant de garder les écoles ouvertes que l'on s'occupe des enfants.
trouvons des solutions pour que si les écoles ou des écoles sont fermées, on s'occupe mais l'école à distance a épuisé beaucoup d'enseignants. Mais alors, prenons le raisonnement à l'inverse, professeur Deray. Est-ce qu'il y a un pays qui a contrôlé l'épidémie sur son territoire en gardant les écoles ouvertes? Ah, mais plein. Quand vous regardez, alors pas complètement bien entendu, mais quand vous regardez l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont fait la politique zéro Covid, le nombre de semaines où ils ont fermé les écoles est beaucoup plus faible que le nôtre. Et là encore, on me dit toujours, nous on a gardé les écoles ouvertes magnifiquement pendant toute l'épidémie. Mais c'est pas ça qui m'intéresse moi. Comment vont les enfants ? Comment on s'en est occupé? C'est bien beau de dire qu'elles sont ouvertes, mais à quel prix? Et puis en plus, on oublie quand même au passage les lycéens un jour sur deux et les facs qui sont fermés depuis des mois. Donc, si on doit fermer les écoles à cause du virus, et malheureusement je crains qu'on y soit obligé, la question derrière c'est occupons-nous des enfants correctement, laissons pas à 15 dans un appartement sans manger le midi avec des violences. Vaccination massive et confinement strict, si on vous entend bien, c'est le choix par exemple d'Israël et de l'Angleterre, c'est le seul et bon choix et unique choix. C'était ce qu'il fallait faire et je dois dire j'ai beaucoup de regrets quand je vois ça, et il n'est pas trop tard pour bien faire. Allons-y, la vaccination va nous sortir de cette crise en 2021. Et on n'oublie pas en un mot quand même les traitements, c'est toujours l'angle oublié de la stratégie. Alors sur le plan des traitements, deux choses. La première, c'est qu'on a fait d'énormes progrès, on a effondré la mortalité grâce aux anticoagulants par exemple ou grâce aux corticoïdes. Il n'y a pas encore de traitements antiviraux efficaces, ils viendront peut-être en 2022 ou en 2023, mais les collègues ont extrêmement bien travaillé et on a beaucoup moins de pertes dans les réa. Merci professeur, je dois dire professeur alarmiste, catastrophiste alarmiste, ce matin. Confiniste, optimiste. Optimiste, on peut l'être en étant alarmiste. On va sortir de la crise grâce au vaccin si on n'a pas de variants résistants qui apparaissent. Merci professeur Gilbert Deray. Moi j'ai noté, Mathieu. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il me fait un an.